On sait aujourd'hui qu'il y a une attention particulière du grand public, mais également des professionnels de la santé, pour l'alimentation et la nutrition vis-à-vis de la santé, y compris la santé cérébrale. Et l'on sait effectivement qu'aujourd'hui, on doit faire face à une situation particulière qui a été récemment mise en avant par le Lancet et qui concerne la malnutrition, puisque au travers du monde, et en particulier dans les pays en voie de développement, il y a aujourd'hui une coexistence de suralimentation caractérisée par le surpoids et l'obésité, mais également de sous-alimentation qui provoque un retard de croissance et une maigreur. Et finalement, cette malnutrition est un risque très important de développer des pathologies non transmissibles, y compris des pathologies du cerveau. Alors que sait-on de cette alimentation actuelle? C'est qu'effectivement, elle est riche en boissons et desserts sucrés, également en produits gras, apportés essentiellement par du fromage et de la charcuterie, mais également élevés en consommation de viande rouge. Cependant, il est important de comprendre que la problématique de cette malnutrition n'est pas seulement un problème de qualité, mais également de qualité. Et effectivement, on se retrouve face à une situation où les nutriments essentiels qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme, les nutriments indispensables qui ne sont non produits en quantité suffisante par l'organisme, et on peut parler des acides gras polyinsaturés, mais également les micronutriments, vont se retrouver en quantité inférieure et la qualité finalement nutritionnelle va être extrêmement dépendante de l'absence de ces nutriments et micronutriments. Et on parle ici d'aliments et de boissons discrétionnaires qui ne vont pas apporter les taux suffisants de ces nutriments et micronutriments essentiels ou indispensables. Et puis il faut aussi noter des apports de molécules non utiles que sont les additifs alimentaires que l'on va trouver dans l'alimentation ultra transformée. Donc juste pour prendre l'exemple des lipides alimentaires, ce que l'on sait effectivement, c'est que à partir du 19e siècle, on a eu une augmentation importante des acides gras saturés dans l'alimentation. Et ceci s'est fait au détriment de la diminution des acides gras polyinsaturés, en particulier de ceux de la famille des oméga 3. Et il faut aussi signaler qu'il y a eu une augmentation des acides gras polyinsaturés oméga 6. Cette consommation de diète déséquilibrée conduit évidemment à des pathologies non transmissibles et on peut parler de l'obésité, du diabète. Et évidemment, ceci est précédé d'une prise de poids qui va être excessive. Et cette situation d'obésité, de diabète, de consommation de diète déséquilibrée est un facteur de risque important pour le développement de pathologies de type neuropsychiatrique, mais également des altérations cognitives, notamment celles liées à l'âge. On parle ici de troubles de l'humeur et de la cognition. Inversement, ce qui a été rapporté dans la littérature, et notamment au travers d'études épidémiologiques, c'est que la consommation de diètes dites prudentes, et on peut citer ici la diète méditerranéenne, la diète nordique, mais également la diète DASH et plus récemment la diète MIND, la consommation de ces diètes, elle, va être associée plutôt à une santé cérébrale et une limitation du déclin cognitif lié à l'âge et également du développement de pathologies neuropsychiatriques. Pourquoi est-ce que ces diètes dites prudentes vont être protectrices vis-à-vis du développement des pathologies du cerveau? Eh bien, c'est une question importante à résoudre. On ne sait pas encore très bien pourquoi. Mais si on prend l'exemple de la diète méditerranéenne, on sait que dans cette diète, il y a des niveaux élevés de fruits, de légumes, de produits alimentaires complets, mais également de volailles, de poissons ou de noix. Et que finalement, la consommation de ces produits alimentaires pourrait contenir des nutriments ou des micronutriments qui pourraient être neuroprotecteurs. Bien entendu, il est important aussi de signaler qu'il y a une question d'activité physique qui est très importante, qui accompagne la consommation de cette diète méditerranéenne. Et donc les nutriments, les micronutriments qui pourraient avoir un effet bénéfique pour le cerveau
pour être contenus, pour être plus particulièrement les acides gras polyinsaturés, les vitamines, les protéines, également les polyphénols et l'acide oléique qu'on trouve en particulier dans l'huile d'olive et bien entendu les fibres qui manquent terriblement dans les diètes de type obésogène. Alors, ce qui nous intéresse dans le laboratoire NutriNeuro et plus particulièrement dans l'équipe que j'anime et qui s'appelle NutriMind à Bordeaux, c'est de comprendre comment les diètes déséquilibrées vont contribuer aux altérations comportementales dans les sphères émotionnelles et cognitives, mais également comprendre comment certains nutriments ou micronutriments, par leurs effets directs ou indirects sur le cerveau, peuvent entraîner ou protéger vis-à-vis de mécanismes pathologiques du système nerveux central. Et nous étudions plus particulièrement l'interaction entre l'axe intestin-cerveau, l'inflammation et l'insulinorésistance, les altérations de la neurotransmission et de la mise en place des réseaux neuronaux. Alors pourquoi comprendre ces différentes interactions entre l'alimentation et la santé du cerveau? Eh bien, ceci peut permettre de développer des stratégies de prévention nutritionnelle. Et pour cela, il faut bien comprendre quels nutriments et micronutriments sont impliqués dans la fonctionnalité cérébrale dans les situations normales et lesquels peuvent prévenir le déclin cognitif. Et bien entendu, si ces molécules ont des effets synergiques, et notamment dans leur action dans le cerveau. Et donc je ne parlerai pas des essais cliniques que nous avons conduits récemment, mais effectivement nous avons pu mettre en évidence que certains polyphénols pouvaient prévenir le déclin cognitif lié à l'âge, et également la combinaison de vitamine A et d'oméga 3 peut également aussi contribuer à prévenir le déclin cognitif lié à l'âge. Donc je voulais vous parler plus particulièrement des acides gras polyinsaturés parce que ces lipides ont vraiment un intérêt très particulier dans le cerveau. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux grandes familles d'acides gras polyinsaturés, les acides gras polyinsaturés de la famille oméga 6 ici à gauche et de la famille oméga 3 ici à droite. Ces acides gras polyinsaturés sont très distincts d'un point de vue de leur structure biologique et également de leur source alimentaire. Les sources alimentaires végétales, donc ici pour les oméga 6, l'huile de tournesol par exemple, et ici pour les oméga 3, les huiles de noix, contiennent des acides gras polyinsaturés qui sont dits indispensables, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas les fabriquer, nous devons les consommer, les apporter à notre organisme par l'alimentation. Une fois que nous les avons consommés, ils vont être transformés chimiquement par une série d'élongations et de désaturations par des enzymes qui sont les mêmes. Ainsi, les produits finaux qui vont s'accumuler dans notre organisme, dans la famille oméga 6 et dans la famille oméga 3, vont dépendre strictement de ce qui a été consommé en termes de précurseurs, puisque ce sont les mêmes enzymes qui les métabolisent. Alors l'acide arachidonique est une des formes principales qu'on va retrouver dans le cerveau, est également présent dans les produits animaux. Donc si on consomme des produits végétaux riches en oméga 6 et des produits animaux riches en oméga 6, eh bien au final on va accumuler plus d'oméga 6 dans notre organisme. Et inversement, si nous consommons des produits végétaux et animaux riches en oméga 3, on va accumuler plus d'oméga 3 dans notre organisme. Alors, les oméga 3 les plus importants que l'on retrouve sont l'EPA et le DHA, et je vous parlerai plus particulièrement de ces formes dans la suite de mon intervention. Donc, comme je vous l'ai dit, le cerveau est très riche en oméga 3 et en oméga 6. Le DHA en particulier pour l'oméga 3 et l'acide arachidonique pour l'oméga 6. Ces deux formes vont s'agréger dans le cerveau au cours du développement cérébral. Ainsi, les apports nutritionnels maternels, prénataux et postnataux sont extrêmement importantes pour accumuler ces formes dans le cerveau. Et puis on va atteindre un plateau à l'âge adulte et ce plateau doit être maintenu par l'alimentation bien entendu. Alors ce qui est intéressant c'est que dans la littérature il a été montré notamment par des approches in vitro que le DHA avait des effets très importants dans la stimulation des neurites et de la formation des synapses au cours du développement, ce qui fait de cet oméga 3 particulier un nutriment extrêmement important pour la formation du cerveau, pour la période développementale. Comme je l'ai signalé précédemment,
Les taux d'oméga 3 sont inférieurs, c'est-à-dire que la consommation d'oméga 3 est inférieure et ceci se retrouve à l'échelle mondiale. Mais ce que l'on peut voir ici, c'est qu'effectivement, il a été défini un index d'oméga 3 qui est caractérisé par le pourcentage de PA et de DHA qui est trouvé dans les globules rouges. Et donc ce schéma récapitule que certains pays en fait, les individus présentent des taux vraiment faibles de cet index en oméga 3 et vous voyez que l'Europe n'est pas épargnée et que la France présente des taux d'oméga 3 supplémentés. Alors tout ceci en fait pointe du doigt qu'il est important de comprendre comment fonctionnent les oméga 3 dans le cerveau et c'est ce qui nous anime dans mon équipe. Et ce schéma récapitule un petit peu l'état des connaissances actuelles. Donc ce que l'on sait, c'est que les oméga 3 vont s'incorporer dans les phospholipides membranaires et ils vont conférer des propriétés biophysiques particulières à ces membranes, en particulier aux membranes des neurones. Et ceci va influencer la fonctionnalité des récepteurs, des voies de signalisation associées, des canaux ioniques qui sont importants pour la transmission neuronale. Et puis ces formes d'oméga 3 peuvent être libérées de la membrane pour être remétabolisées en dérivés, notamment des dérivés que l'on appelle les oxylipines et qui ont de forts effets sur la régulation de l'inflammation. Ainsi, les oxylipines issues des oméga 6 vont avoir des effets plutôt pro-inflammatoires, alors que les oxylipines issues des oméga 3 vont avoir plutôt des effets anti-inflammatoires. Ces acides gras polyinsaturés sont également les précurseurs de molécules qu'on appelle les endocannabinoïdes et vont être de puissants régulateurs de la plasticité synaptique. Et puis quelques études rapportent que ces acides gras libres pourraient agir directement sur des récepteurs nucléaires pour réguler la synthèse de certains gènes. Alors là, c'est un schéma un petit peu complexe qui récapitule les molécules d'oxylipines qui ont été mises en évidence. Donc, je vous le redis une autre fois. Donc, les oxylipines issues de l'acide arachidonique en particulier, qui sont essentiellement des prostaglandines, des leucotriènes ou des thromboxanes, ont des activités pro-inflammatoires, alors que les oxylipines issues du DHA et de l'EPA, donc des oméga 3, que l'on appelle des molécules pro-résolutives, les résolvines, les neuroprotectines, les marésines, donc ont des activités pro-résolutives de l'inflammation et anti-inflammatoires. Ce qui est intéressant, c'est que les récepteurs de ces oxylipines, que ce soit des oxylipines issues des oméga 6 ou des oméga 3, sont présents à la périphérie évidemment et beaucoup dans les cellules immunitaires, mais également au sein du cerveau et on a pu retrouver la présence de ces récepteurs d'oxylipines, en particulier celles issues des oméga 3, non seulement dans les neurones, mais également dans les cellules gliales, les oligodendrocytes qui participent à la myélisation, les astrocytes qui sont les cellules nourricières et qui contrôlent la plasticité synaptique, et les cellules microgliales qui sont les cellules de l'immunité innée résidente du système nerveux central et qui sont le siège de la neuroinflammation. Et la neuroinflammation est un processus qui accompagne beaucoup de pathologies du système nerveux central, que ce soit la dépression ou que ce soit le déclin cognitif lié à l'âge ou les pathologies neurodégénératives. Et ainsi, l'action de ces oxylipines sur la cellule microgliale pourrait contribuer à exacerber la neuroinflammation ou au contraire la limiter, ce qui permettrait de limiter aussi le développement de pathologies neurodégénératives ou neuropsychiatriques. Donc c'est ce qui est résumé dans cette diapositive et effectivement la neuroinflammation contribue à de nombreux processus délétères au sein du système nerveux central et donc va contribuer à des pathologies neuropsychiatriques et neurodégénératives. Et ce qui est intéressant, c'est que ce statut d'inflammation cérébrale et donc l'activité de ces cellules microgliales est exacerbée non seulement par le vieillissement mais également par des états d'obésité ou de dysfonction du microbiote intestinal caractérisé par des dysbioses et on voit bien l'importance de contrôler cette neuroinflammation et encore une fois à ce titre les oméga 3 et les oxylipines issues des oméga 3 pourraient jouer un rôle important. Donc dans l'équipe, on a déployé des approches chez l'homme et chez l'animal.
pour essayer de comprendre les mécanismes d'action de ces acides gras polyinsaturés dans le système nerveux central. Et donc, nous nous sommes intéressés à plusieurs processus que j'ai cités précédemment. Donc, juste, je voudrais vous présenter quelques résultats expérimentaux. D'une part, obtenus sur des modèles de rongeurs. Donc, nous nourrissons ces souris dès la gestation avec des diètes qui vont être soit équilibrées en oméga 3 et en oméga 6, soit au contraire déficientes en oméga 3, donc enrichies en oméga 6. Et lorsque ces animaux consomment ces diètes, donc pendant la gestation, la phase de lactation, puis à leur tour jusqu'à toute leur vie, eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, on a une diminution du DHA dans le cerveau de ces animaux, et ceci se fait aux dépens de l'augmentation des oméga 6 toujours dans le cerveau. Donc on voit bien qu'on a un déséquilibre entre le pourcentage d'oméga 3 et d'oméga 6 dans le cerveau de ces animaux qui ont consommé une diète déficiente en oméga 3. Et ces animaux qui ont consommé cette diète déficiente en oméga 3 présentent des altérations comportementales. Alors je ne vais pas vous montrer tous les résultats que nous avons obtenus, mais ce qui est intéressant, c'est que la consommation de cette diète toute la vie provoque à l'âge adulte des altérations cognitives qui vont toucher la mémoire spatiale, mais également la mémoire associative. Et on voit que ces animaux ici en rouge ont des altérations dans les tests comportementaux que nous avons utilisés. Donc ils ont des problèmes de mémoire qui vont s'étendre à plusieurs sphères comportementales. Et puis lorsqu'on leur demande d'exécuter une tâche un tout petit peu complexe, où ils apprennent en fait à se déplacer dans un labyrinthe, à aller toujours du même côté pour aller consommer un aliment ici palatable sucré, et bien ce que l'on voit, c'est que les animaux qui ont été soumis à une diète carencée en oméga 3, ils ont du mal à exécuter cette tâche, et ils font beaucoup plus d'erreurs, donc ils vont aller beaucoup plus dans le bras qui n'est pas appâté, le bras qui n'a pas d'aliments, ce qui montre qu'ils ne retiennent pas très bien qu'ils doivent aller dans ce bras pour avoir à manger. Et ce qui est intéressant, c'est que ceci se traduit d'un point de vue de la connectivité cérébrale avec des problèmes de connexion entre des zones cérébrales qui concernent l'hippocampe, qui est impliqué dans la navigation spatiale, et le cortex préfrontal, qui va également contribuer à ces processus mnésiques. Donc il semblerait que ces animaux aient des altérations de la connectivité neuronale. Et lorsque l'on a regardé de plus près la forme des neurones, et notamment ici dans le cortex préfrontal, ce que l'on a pu voir, c'est que l'arborisation de ces neurones est largement réduite lorsque les animaux ont consommé une diète pauvre en oméga 3, suggérant que le développement de ces neurones s'est mal fait et que leur arborisation dendritique, qui permet la connexion avec les autres neurones et donc contribue à la formation de ces réseaux neuronaux, a été largement altérée lorsque les oméga 3 sont absents de la diète. Et ceci se traduit également par une altération de l'expression de gènes, toujours au niveau de l'hippocampe et du cortex préfrontal, de gènes impliqués dans le développement cérébral et également dans la communication cellulaire. On voit qu'il y a une altération, vraiment une diminution dans l'hippocampe de ces souris déficientes de ce groupe de gènes, donc suggérant qu'il y a une altération de la communication et du développement cérébral. Et ce qui est intéressant, c'est que le système immunitaire, les gènes impliqués dans la régulation du système immunitaire sont également altérés, suggérant également une dysfonction. Donc nous sommes allés ensuite interroger les patterns d'expression des gènes de ces fameuses cellules microgliales qui sont des cellules résidentes, et on a pu mettre en évidence qu'effectivement ces cellules microgliales issues du cerveau des souris qui avaient consommé des diètes pauvres en oméga 3 ont des patterns d'expression extrêmement différents de ceux qui sont impliqués, des souris contrôle, et notamment le pattern d'oxylipine, et en particulier une réduction du nombre d'oxylipines associées aux oméga 3 a été observé donc, dans ces cellules microgliales, suggérant que ces cellules microgliales sont plus... Nous avons également recherché si cet état inflammatoire pouvait être
associés aux altérations de mémoire que nous avions mesurées chez ces animaux. Et lorsque nous avons utilisé un inhibiteur, donc administré à ces souris qui n'ont pas mangé assez d'oméga 3, un inhibiteur un flavonol en fait qui va limiter l'inflammation, ce que l'on peut voir, c'est que l'on restaure les capacités de mémoire de ces animaux, donc suggérant vraiment que l'altération de ces cellules microgliales est très importante dans la dysfonction comportementale qui est entraînée par la consommation faible d'oméga 3. Alors, nous avons étudié au cours du temps cet impact de la consommation de diètes pauvres en oméga 3, et effectivement ce que l'on a pu voir, c'est que au cours du temps, les animaux qui avaient moins d'oméga 3 avaient un déclin cognitif accéléré. Et du coup, la question était de savoir, est-ce que nous pouvons réverser ce qu'il se passe? Donc, si on soumet des animaux à cette diète carencée en oméga 3, et qu'ensuite on leur redonne à manger une diète qui est équilibrée en oméga 3, est-ce qu'on va pouvoir restaurer les capacités mnésiques de ces animaux? Alors, effectivement, c'est ce que nous avons fait. Nous avons étudié ces processus chez les mâles et chez les femelles. Donc, les animaux, donc ici, on a mesuré de la mémoire spatiale grâce au test du labyrinthe en Y. Ce que l'on voit, c'est que les animaux qui ont consommé la diète déficiente en oméga 3 toute leur vie ont une altération de la mémoire, qu'ils soient des mâles ou des femelles. Par contre, lorsque l'on redonne à manger à ces animaux une diète équilibrée en oméga 3, ce que l'on voit, c'est que les femelles sont capables à nouveau d'exécuter la tâche, donc elles restaurent leur mémoire spatiale. Par contre, ce n'est pas le cas chez les mâles. Donc il semble y avoir un effet particulier entre les mâles et les femelles. Seules les femelles sont capables de retrouver une mémoire spatiale lorsqu'on leur redonne des oméga 3. Alors nous avons analysé dans le cerveau de ces animaux les taux d'oméga 3 pour voir, donc elles mesurent le fait de redonner des oméga 3 par voie alimentaire à ces animaux avait restauré les taux d'oméga 3 dans le cerveau. Et bien ce que l'on voit, c'est qu'effectivement le DHA est restauré dans le cerveau des mâles et des femelles qui ont consommé cette diète enrichie en oméga 3 après avoir mangé une diète carencée en oméga 3. Par contre, en ce qui concerne les oméga 6 et en particulier l'acide arachidonique, on voit chez les femelles que l'augmentation d'oméga 3 est associée à une diminution d'oméga 6, mais ce n'est pas le cas dans le cerveau des mâles. Donc cette augmentation d'oméga 3 n'est pas associée à une diminution d'oméga 6. Donc il semblerait que l'absence de restauration de la proportion entre les oméga 3 et les oméga 6 dans le cerveau de ces mâles est responsable de l'incapacité de la diète équilibrée à faire retrouver une mémoire spatiale adéquate à ces animaux mâles, alors que les femelles, elles, en sont capables. Alors effectivement, ce que l'on a pu observer aussi, c'est que d'un point de vue de la structure des neurones, et ici nous avons étudié cela dans l'hippocampe, et bien ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, lorsque les animaux femelles sont carencés en oméga 3, elles ont une altération de la structure de ces neurones qui est retrouvée lorsque les femelles consomment à nouveau des oméga 3, mais ceci n'est pas le cas chez les mâles. Donc il semblerait y avoir un effet important au niveau de la structure des oméga 3. L'autre question que nous nous sommes posée, c'est de savoir si des animaux qui vont consommer des taux élevés d'oméga 3 sous forme de PA et de DHA peuvent être protégés vis-à-vis du vieillissement cognitif ou vis-à-vis de la situation inflammatoire. Et donc, lorsque nous avons fait consommer des diètes enrichies en EPA et DHA à des animaux, comparées à des diètes qui étaient juste des diètes équilibrées en oméga 3 et en oméga 6, ce que l'on a pu voir, c'est qu'on augmente de façon modeste, mais tout de même, le DHA dans le cerveau de ces animaux. Et ces animaux qui ont consommé des oméga 3 sous forme de DHA et de PA sont protégés des effets d'un stimulus inflammatoire. Donc ici, nous avons administré un fragment bactérien à des souris et quelques heures après, nous avons mesuré dans leur cerveau l'expression de facteurs inflammatoires, ici l'interleukine bêta, le facteur de nécrose tumorale alpha et l'interleukine 6. Et ce que l'on voit, c'est que chez les animaux qui ont consommé
une diète riche en EPA et en DHA, la réaction inflammatoire cérébrale, donc la production de ces facteurs inflammatoires par les cellules microgliales, est amoindrie en présence d'EPA et de DHA, suggérant que l'inflammation est mieux contrôlée. Et effectivement, lorsqu'on a mesuré les taux d'oxylipine associés à l'EPA et au DHA, on voit que dans le cerveau de ces souris qui ont été nourries avec une diète riche en EPA et en DHA, on a effectivement un profil d'oxylipine qui est distinct, avec une augmentation des oxylipines pro-résolutives et anti-inflammatoires. Et ces oxylipines, ici appelées 17-HDO-HDE ou Resolvin D1, issus du DHA, sont capables de contrôler l'inflammation lorsqu'on les applique in vitro sur des cellules microgliales qui ont à nouveau été traitées par un fragment bactérien. Donc le fragment bactérien seul induit la production de cytokines pro-inflammatoires par les cellules microgliales, et en présence de cette oxylipine, vous voyez que cette production est amoindrie, suggérant encore une fois que ces oxylipines peuvent contrôler la production des facteurs inflammatoires par les cellules microgliales, donc exercent des effets anti-inflammatoires au sein du cerveau. En ce qui concerne les approches chez l'homme, je ne vous montrerai qu'un résultat. Donc nous avons travaillé sur une cohorte française, Bali, dont l'objectif était d'identifier en fait des biomarqueurs du bien-être. Donc dans cette population générale, nous avons d'abord administré un questionnaire alimentaire de façon à distinguer les individus qui consommaient des diètes déséquilibrées versus des diètes équilibrées. Donc ces individus en fait ensuite ont eu un questionnaire en fait de bien-être que nous avions élaboré au sein de cette cohorte, et puis nous avons effectué certains dosages biologiques dans le sang de ces individus, les prélèvements ayant été effectués au moment où nous administrions l'ensemble de ces questionnaires. Alors d'abord, ce qui est très intéressant, c'est que effectivement, les individus qui consomment des diètes déséquilibrées ont beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Ils présentent un déficit en EPA et en DHA et une augmentation d'acide arachidonique comparé aux individus qui consomment une diète. Vous excuserez les problèmes techniques, mais les conditions d'enregistrement de Madame Layet ont été très complexes comme son exposé d'ailleurs. Vous l'avez retenu. Moi, j'ai retenu qu'il y a encore une différence entre les hommes et les femmes, en notre défaveur d'ailleurs, je dois dire. J'ai retenu que faire un cocktail d'oméga 3, de polyphénol et de vitamine A nous rendrait plus intelligents. Et j'ai retenu une question qu'on pourra poser à nos mykistes, c'est qu'elle aussi, elle parle de la neuroinflammation avec l'IL-6 et les TNF-alpha. Et ça serait intéressant de savoir quel lien il y a entre la neuroinflammation et les mykis. Je dis ça, je dis rien. Mais on pourra poser la question aux mykistes. Comment ? Ouais.